Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi 11 juin. Je vous propose tout de suite de découvrir les grands titres de l'actualité du jour. Le solarium de la Grande Digue du Port, nouveau lieu de vie. Des travaux ont été réalisés pour agrémenter encore un peu plus les lieux. Et cet été, de nouveau, il sera possible de s'attabler puisqu'un restaurant vous y accueillera. Le patron du Malizia Mar, Fabrice Ramirez, sera notre invité. Dans l'actualité sportive de ce début de week-end, nous évoquerons la belle 3e place historique de l'Étoile de Monaco. Les gymnastes monégasques ont décroché le bronze du top 12 et nous découvrirons la grille de départ du Grand Prix de Formule 1 de Bakou. L'Europe est peut-être au cœur d'une année charnière. Elle doit en tout cas faire face à des crises mondiales telles que la Covid ou l'Ukraine. Comment s'en sort-elle ? Réponse dans cette édition avec Jean-David Lévit, ancien ambassadeur de France aux Nations Unies et aux États-Unis notamment. Il vient de donner une conférence à Monaco. Le foyer de l'enfance Princesse Charlène vient de célébrer ses 10 ans. Nous découvrirons les missions de ce centre si discret et dont l'action est pourtant essentielle pour les jeunes qui l'accueillent. Et puis cette randonnée cyclotouriste baptisée la Psycyclette, elle est destinée à lutter contre les préjugés qui entourent les personnes en situation de handicap psychique. L'été est déjà là, la météo est au rendez-vous. L'offre à Monaco pour profiter de ces belles journées ensoleillées s'est étoffée. La plage du Larvoto est bordée depuis un an par de nouvelles infrastructures très attractives. Et la grande digue du Port Hercule, elle aussi, bénéficie de nouveaux aménagements que nous présente Stéphane Mélan, chef de section à la voirie. Cet aménagement, en fait, c'est l'histoire, c'est avant tout l'histoire humaine, qui a débuté avec l'idée et la volonté d'embellir cet espace qui est une des portes, qui est la porte principale maritime de la Principauté. Donc c'est suivi d'une période d'études très importante pendant laquelle nous avons étudié différents aspects tels que l'impact environnemental bien sûr, l'aspect sécuritaire, mais également structurel avec les efforts de houle sur l'ouvrage. Et bien sûr l'aspect paysager qu'on peut dorénavant admirer et profiter. Stéphane Mélan répondait à Juliette Rappert. Et il est donc possible de s'attabler aussi sur cette digue pour boire un verre, déjeuner ou dîner au Malizia Mar, dont le directeur est Fabrice Ramirez, bien connu dans le secteur de la restauration à Monaco. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de retour sur le solarium. Votre premier été, l'an passé, vous a convaincu de revenir ? On était convaincus même avant que l'été se termine et on avait hâte de leur attaquer surtout avec ces nouvelles structures. Oui, parce qu'il y a eu du changement, hein, comme nous l'expliquait M. Mélan avant vous. Hein. Oui, M. Mélan a fait du super travail avec ses équipes et ils ont vraiment fait un exceptionnel travail. C'est très très joli, c'est une réussite totale. Votre restaurant s'appelle le Malizia Mar. Quelle âme souhaitez-vous lui donner ? Ils ont fait le Larvoto qui est aussi une très belle réussite. Mais là, il y a une autre digue qui va s'y prêter. On va lui donner une âme pour nos citoyens et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut apporter de plus nous-mêmes. Et quelle sera la tonalité, l'ambiance ? Ouvert tous les jours, le service du midi à 22 h, le matin le café et les jus de fruits, et la tonalité de temps en temps faire un peu d'animation musicale, que des produits frais, comme la lignée de l'année dernière, et on va se diriger un petit peu sur cette ligne-là. Et qu'allez-vous proposer à la carte ? Oula, il y a plein de choses, que des produits frais, on va se diriger un peu plus sur du poisson. Des ceviches, on a fait une belle connotation l'année dernière, des poissons cuits sur une feuille de banane cuite au four, il y a plein de belles petites choses, on va laisser découvrir les gens petit à petit. Et quelle est la clientèle qui vient ici ? Il y a un petit peu de tout, vraiment la journée il y a du bureau, mais il y a pas mal de tourisme. En revanche le soir c'est très local. Et donc ça, c'est un petit peu notre force et on va essayer d'accentuer encore de plus en plus là-dessus. Donc les locaux ont le réflexe, hein, solarium désormais. Oui, parce qu'on est là depuis quelques printemps maintenant. Et oui, ça a pris déjà une ampleur l'année dernière. Cette année, on va essayer de l'accentuer encore un petit peu. Alors il y a peut-être quelques contraintes hein, en termes de logistique. Comment vous organisez-vous ? Waouh, la logistique, c'est le gros du challenge. Parce que la structure, elle est encore... c'est de la lomade, c'est un bungalow, mais qui est complètement aménagé et c'est vraiment c'est top. Maintenant, on a construit, le gouvernement nous aide beaucoup. Et donc, on va essayer qu'il y ait le moins de contraintes pour la logistique.
Les gens étaient en attente. Quel retour avez-vous eu sur la possibilité de rouvrir bientôt? Ah oui, oui, tous les jours dans la principauté, on me demandait alors ça ouvre quand? Alors ça ouvre quand? Moi, ça y est. Il y a eu quelques jours de décalé parce que, évidemment, on a eu la réponse un petit peu tard, mais ça, c'est pas grave. Mais surtout parce qu'il y a eu le Grand Prix. Et dès qu'on a eu le feu vert, on a vite mis un coup de collier, on a réussi à se préparer et on est prêt. On attend tout le monde. Donc, vous êtes ouvert depuis 2 jours Oui. et vous resterez ouvert tout l'été et plus, peut-être? Alors, on a l'autorisation, même voilà, tout l'été et plus, donc de sûr jusqu'à fin octobre, si le temps le permettra, bien évidemment en novembre. Et après, ça sera un petit peu, on va voir un petit peu la partie au niveau du temps, on verra. On verra comment ça se configure, mais on a les autorisations. Eh bien, on vous souhaite un très bel été sur le solarium, Fabrice Ramirez. Eh ben, merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, c'est un plaisir, on vous attend, avec plaisir. Ouvrons un chapitre sportif et tout d'abord une nouvelle belle performance pour Charles Leclerc à Bakou en Azerbaïdjan. Bonsoir Frédéric Elion. Bonsoir Patricia, encore un duel forcément entre Ferrari et Red Bull sur le tracé de Bakou et une nouvelle fois Charles Leclerc s'est montré le plus rapide. Le Monégasque signe sa 6e pole de la saison, la 4e consécutive et la 15e en carrière en 1:41.359. Le pilote Ferrari devance Sergio Pérez de presque 3 dixièmes. Verstappen et Sainz s'élanceront en 2e ligne. Départ du Grand Prix demain à 13h. C'était dans les tuyaux, comme on dit. Aurélien Tchouameni quitte l'ASM FC. Excellent toute la saison, le milieu de terrain monégasque vient de s'engager pour les 6 prochaines saisons avec le Real Madrid. Acheté 20 millions d'euros à Bordeaux en janvier 2020, Tchouameni doit encore passer sa visite médicale avant d'être présenté à la presse espagnole mardi midi. Parmi les joueurs ciblés pour le remplacer dans l'entrejeu monégasque, le Lillois Amadou Onana ou le Brésilien Danilo qui joue à Palmeiras. En gymnastique, une performance historique pour l'Étoile de Monaco. Les gymnastes de Thierry Heym ont décroché la médaille de bronze en top 12, l'élite de la gymnastique française, en dominant Noisy-le-Grand en petite finale 39-37 à Mouilleron-le-Captif. Une performance historique pour les Monégasques qui montent sur le podium pour la première fois de leur histoire. Une superbe récompense aussi pour ce groupe composé intégralement de gym formés au club et renforcé cette année par l'Ukrainien Ilya Kovtun. À égalité après les 3 passages sur les 6 agrès, la rencontre s'est jouée sur le duel en or et aux anneaux. Lilian Piot, toujours aussi propre et solide, a dominé Lorenzo Sainte-Rose et offre donc ce podium historique à l'Étoile de Monaco. De l'athlétisme avec cette compétition tout au long du week-end au Stade Louis II. Les 4e Jeux nationaux d'athlétisme de Special Olympics Monaco ont débuté ce matin au Stade Louis II. Le prince Albert II était présent pour venir encourager les athlètes monégasques, mais aussi ceux venus d'Andorre, de Belgique, de Saint-Marin ou de Sardaigne. Les finales auront lieu demain, dimanche, Patricia. Et l'on referme ce point Info Sport avec des nouvelles de la traversée Monaco-Athènes à la rame en paddleboard. Les 6 Waterwomen de Cap Optimist sont partis dimanche dernier du Yacht Club de Monaco pour une traversée de 2 semaines et près de 1800 km d'efforts direction le Pirée en Grèce. Les rameuses se relaient toutes les 4 heures, jour et nuit, et ont fait face à des conditions peu favorables depuis le début de la traversée, avec du vent de face et des houles de plus de 2 mètres. Après une escale technique à Naples, elles sont actuellement au large de la Calabre, après 6 jours de course. Et nous les suivrons jusqu'à leur arrivée à Athènes. Le monde a dû faire face à une crise d'une ampleur inédite avec la Covid-19. Il est maintenant confronté à une guerre dont il semble qu'elle pourrait être très longue. Quel visage plus particulièrement a montré l'Europe face à cette double menace? C'est le cœur du propos qu'a tenu l'ancien ambassadeur français Jean-David Lévit lors d'une conférence à l'invitation de la Monaco Méditerranée Foundation. Bonsoir Jean-David Lévit. Bonsoir. Vous portez un regard plus qu'avisé sur la diplomatie, la géopolitique mondiale. Que de bouleversements cette année 2022. Oui, c'est un changement d'époque. Et malheureusement pas pour le meilleur, plutôt pour le pire. Alors l'Europe effectivement est face au défi de la transformation brutale que vit le monde en 2022. Est-ce que le vieux continent, selon vous, a adopté la bonne attitude face à la guerre en Ukraine? Ah oui, tout à fait. Et comme le disait
les fondateurs de l'Europe, et d'abord Jean Monnet, c'est dans les crises que l'Europe arrive à s'affirmer. Vous l'avez vu avec la crise du Covid, où l'Europe, dans l'unité, a réussi à acheter les vaccins nécessaires et à s'engager dans, pour la première fois, un emprunt de 700 milliards d'euros pour Build Back Better, pour reconstruire mieux, plus verte, l'économie atteinte par les conséquences de la crise du Covid. Et puis, pour la première fois depuis 1945, la guerre existe sur le sol européen avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et là encore, l'Europe, avec ses partenaires de l'Alliance Atlantique, fait face dans l'unité, dans la détermination. Et donc, oui, l'Europe a su être à la hauteur des deux crises auxquelles elle est malheureusement confrontée. Et lorsque certains brandissent le spectre d'une troisième guerre mondiale, vous redoutez cela, vous aussi? Non, je ne le redoute pas. Je pense que ce que veut le président Poutine, c'est de prendre le contrôle de l'Ukraine. Il n'est pas prêt à aller jusqu'à l'arme nucléaire. Ça serait tellement fou que personne ne peut y croire. En revanche, je crains qu'on soit devant une guerre durable où chaque village, chaque ville, chaque kilomètre carré fait l'objet d'âpres combats, avec une armée ukrainienne déterminée à se battre pour défendre mètre après mètre le sol national. Dans le fond, le président Poutine est d'une certaine façon le père de l'unité de la nation ukrainienne. Elle s'est levée comme un seul homme face à l'agresseur. Et plus globalement, au-delà de ce conflit à nos portes, quelle doit être ou quelle peut être la place de l'Europe entre les géants chinois, américains? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, constatons que le deuxième résultat de l'agression du président Poutine contre l'Ukraine, c'est d'avoir rétabli l'unité de l'Occident à travers l'Alliance Atlantique. Vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, le président Macron avait déclaré que l'Alliance Atlantique était en état de mort cérébrale. Eh bien, ce n'est plus du tout le cas. Non seulement l'Alliance Atlantique est unie, déterminée pour aider l'Ukraine, mais elle va maintenant s'étendre sur la décision de la Finlande et de la Suède qui vont devenir, dans les mois qui viennent, on peut l'espérer, 2 membres supplémentaires en réaction à l'agression du président Poutine. Et pour répondre à votre question, ce que nous souhaitons, nous les Français, et le président Macron l'a exprimé avec beaucoup de force, c'est que l'Union européenne émerge de ces crises comme un acteur autonome, indépendant, lié aux États-Unis par le traité de l'Alliance Atlantique, mais qui prend ses décisions parce que la géographie fait que nous ne sommes pas en Amérique, nous sommes en Europe. Nous avons des intérêts à défendre sur le sol européen et au-delà. Et puis sur le plan économique, il est très important que l'Union européenne s'affirme comme une puissance autonome. C'est la clé de notre réussite dans le cadre de l'Union européenne. C'est ce qu'incarne la Commission d'aujourd'hui avec Ursula von der Leyen, avec Thierry Breton, avec Margrethe Vestager. Alors justement, puisque l'on parle de l'Union européenne plus particulièrement, les conséquences que l'on avait du mal à évaluer au départ lors du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ne sont-elles pas finalement qu'au détriment du Royaume-Uni lui-même plutôt que de l'Europe ? Alors c'est vous qui l'avez dit, c'est ce que je pense également. Nous sommes d'accord, je pense que ça a été une erreur stratégique, tragique pour le Royaume-Uni. Sans doute le Royaume-Uni à l'époque pensait-il que son départ enclencherait une vague d'autres départs. C'est le contraire qui s'est passé. Et l'Union européenne à 27, 450 millions d'habitants, est plus unie qu'elle ne l'a jamais été. Et on le voit, comme je l'ai dit, dans les 2 crises du Covid et de l'Ukraine, elle est capable de réagir dans l'union, dans la détermination. Et donc je voudrais rendre hommage à nos dirigeants. C'est la présidence française de l'Union jusqu'à la fin de ce mois. Et nous avons la chance d'avoir en France un président qui non seulement croit en l'Europe, mais a de grandes ambitions pour l'Europe, pôle autonome dans cette nouvelle architecture mondiale qui est en train d'émerger.
Merci beaucoup Jean-David Lévite pour cette analyse géopolitique, notamment de la situation en Europe, à l'occasion de votre venue à Monaco. C'est toujours un plaisir d'être à Monaco et de m'exprimer devant un auditoire aussi attentif. Merci. Le foyer de l'enfance Princesse Charlène vient de célébrer ses 10 ans. Mais quelle est la mission de ce centre très discret et pour cause? Nous allons le découvrir dans ce reportage signé Christina Tomel et Alexandra Marangoni. Construit à l'emplacement de l'ancien couvent des Dominicaines, le foyer de l'enfance Princesse Charlène porte bien son nom. Un lieu de vie permettant de renforcer la place accordée aux besoins de l'enfant, à ses droits et à ceux de sa famille. Dans ce cocon où règne la sérénité, les enfants ou les jeunes majeurs en perte de repères se reconstruisent doucement grâce à la générosité et à l'expérience du personnel encadrant qui porte un regard bienveillant sur ses petits protégés. Le but de notre travail, c'est justement de créer un lien avec la bienveillance qui est au centre pour permettre à l'enfant de trouver de nouveaux repères, de s'épanouir. Et c'est à partir de ce travail de bienveillance, de ce lien, de la rencontre, qu'on peut évoluer et qu'on permet à l'enfant de s'épanouir et de grandir. C'est la protection, c'est l'assurance d'emmener les enfants au plus loin. Les aider dans que ce soit leurs études, leurs tâches ménagères, tout. Parce que moi, je suis lingère. Donc, bien évidemment, je m'occupe de leur linge. Je leur amène tout ça, ce qui me permet aussi d'avoir contact avec eux, de parler de choses, de tout et de n'importe quoi. S'ils ont des problèmes avec des tâches, s'ils font des petits trous, ou même ils me parlent de l'école et tout. Après, on voit si les enfants ils ont envie de parler ou pas. Donc, on voit de suite, il n'a pas envie, je les laisse tranquilles. Des fois, c'est eux qui viennent me voir, même qui descendent me voir à la lingerie pour me dire « Bonjour Magali, coucou, ça va » et tout. Voilà, c'est super. C'est comme une relation, oui, comme vous dites, de tata. Moi, je suis cuisinier. Donc le rôle, c'est bien sûr de les nourrir et de leur faire découvrir des saveurs différentes, des plats différents, comme dans une maison, des plats réconfortants, voilà, qui pourront éventuellement leur laisser un souvenir gustatif en grandissant. Du plat traditionnel français, monégasque, on fait des repas à thème aussi, des repas d'anniversaire, des gâteaux maison, des goûters. Les enfants peuvent intégrer le foyer dès la naissance et ce jusqu'à l'âge de 25 ans. En moyenne, sur une année, c'est une vingtaine d'enfants qui séjournent au foyer pour quelques mois, voire pour quelques années. Et pour marquer les 10 ans du foyer de l'enfance Princesse Charlène, le personnel a participé le temps d'une journée à un atelier artistique dirigé par l'artiste peintre Wanties. L'objectif, réaliser une œuvre collective qui trouvera sa place au cœur de la salle des loisirs et surtout initier les enfants à l'art, puisqu'en septembre, ce sont eux qui décoreront le puits de lumière du foyer grâce aux conseils avisés de leur éducateur. Ce matin a eu lieu, place du Palais, la dernière étape de la Psycyclette, une randonnée cyclotouriste ouverte aux personnes en situation de handicap psychique pour lutter contre les préjugés. Juliette Rappert et Olivier Bonello étaient sur place. Pour la 8e année, la Psycyclette a terminé sa course place du Palais, accueillie par le prince souverain et plusieurs personnalités monégasques. Cette randonnée à vélo, organisée par l'UNAFAM, association française d'aide aux familles de personnes souffrant de troubles psychiques, participe notamment à briser les tabous autour de ces handicaps. Ils ont fait 1300 km pour venir jusqu'à Monaco. Il y a eu 3 parcours en France et là le dernier parcours vient de Gap et ils sont partis de Nice ce matin. Et ce sont 15 coureurs monégasques, éducateurs, parents et adhérents du GEM, groupe d'entraide mutuelle monégasque, qui ont rejoint la dernière étape de cette Psycyclette. Ils ont vraiment énormément de courage parce que ce sont tous des handicapés psychiques. Nous luttons surtout pour la démystification de la maladie psychiatrique, pour leur donner un sens, un bien-être dans leur vie. Le sport, l'amitié, le partage est très important pour eux. Nous avons 2 éducatrices au GEM et je pense que c'est vraiment très nécessaire. Nous sommes la seule association à Monaco de s'occuper des maladies psychiques et nous en sommes vraiment très fiers. Une aventure humaine pour favoriser le lien social et démystifier la maladie psychiatrique.
Frédéric Hélion est de retour pour les autres titres de l'actualité du jour et la fête du musée océanographique. L'association des Amis du musée océanographique de Monaco organisait aujourd'hui la 3e édition de la fête du musée de 10h à 19h. Les enfants âgés de 3 à 14 ans et leurs parents ont pu découvrir ou redécouvrir le monde marin grâce à de nombreuses animations, spectacles, jeux de piste, jeux de loi géants, plongées virtuelles ou ateliers créatifs. L'occasion aussi de découvrir la nouvelle exposition immersive Mission Polaire. Un nouvel hommage a été rendu à Joséphine Baker, Frédéric. La Fédération des groupements français de Monaco et l'association Pour le devoir de mémoire organisaient hier une réception pour rendre hommage à Joséphine Baker. Artiste engagée, véritable icône, la chanteuse franco-américaine a eu une vraie histoire d'amour avec la Côte d'Azur et notamment la Principauté où elle a passé les 6 dernières années de sa vie. Les commémorations Albert Ier se poursuivent. Il y a eu cette semaine notamment une conférence au lycée technique et hôtelier. Dans le cadre des commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, l'Alliance française de Monaco a convié la journaliste et écrivaine Caroline Audibert pour une conférence « Le réensauvagement, parole de loup ». Parmi les thèmes abordés, la disparition du loup pendant près d'un siècle, sa réapparition sur nos territoires, quelle place lui laisser et aussi un focus sur le point de vue de l'animal. Et puis cette information pratique portant sur le centre d'appel Covid-19. Au vu des sollicitations plus mesurées ces dernières semaines, les plages horaires vont être adaptées à partir du lundi 13 juin. Le centre d'appel sera joignable au 92 05 55 00 entre 9h et 17h, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés. Une autre information pratique qui nous intéresse tous, les prévisions météo. Est-ce que le beau temps sera encore de la partie demain, Frédéric ? Toujours Patricia, des conditions idéales pour un bon dimanche avec un grand soleil et des températures comprises entre 22 et 30 degrés. L'eau sera d'ailleurs à 24 si vous choisissez d'aller à la plage. Dimanche 12 juin, nous fêterons les Guy. Et puisqu'il fait beau, pourquoi ne pas paresser au solarium de la Grande Digue? Nous nous quittons sur cette série de photos prises sur place par Mickaël Alési. Passez une belle soirée, rendez-vous demain 20h pour le best-of de la semaine.